Ok, le temps de s'installer. Donc, j'ai le plaisir d'ouvrir cette communication à trois voix, pardon, intitulée Les rhétoriques plastiques du jeu de société, enjeux critiques et artistiques. Donc, je suis accompagnée de Florian Cossard, qui est doctorant en arts plastiques, spécialisé sur les relations qu'entretient le jeu vidéo à l'histoire. Et je pense qu'il te faudra un micro. Emmanuel Jacques et moi-même sommes maîtres de conférences en arts plastiques, responsables pédagogiques de la licence professionnelle métier du jeu vidéo, et nous sommes tous trois enseignants en game design, c'est-à-dire en conception de jeux. Alors, je vais juste, pour notre confort, on a l'interface. Voilà. Comme ça, on peut voir notre support. Donc, cette communication retrace et conceptualise la manière dont la recherche, plus particulièrement la création-recherche universitaire sur le jeu de société, s'est construite dans le département des arts plastiques au laboratoire RIRA 21 de l'université Paul Valéry. L'intérêt pour le jeu de société, ça devrait faire écho à des éléments qui ont pu être donnés dans la conférence précédente, c'est d'abord développé comme étant un besoin pour interroger les spécificités du médium vidéoludique, donc pour comprendre son langage et sa matérialité. Alors, l'école de Montpellier s'intéresse et participe à la fondation du mouvement de l'art game, proposant un positionnement atypique dans les game studies. Elle analyse les processus poétiques, les intentions des auteurs et s'attache à décrypter les valeurs que les créateurs ou les concepteurs introduisent de façon non consciente dans les formes plastiques ludiques. Prenant appui sur la méthodologie sociocritique articulée aux théories critiques de l'école de Francfort, l'approche scientifique analyse le sens implicite et les idéologies technolibérales véhiculées par les formes artistiques. Dans la continuité des avant-gardes de la première moitié du XXe siècle, le jeu s'affirme peu à peu comme une activité hors de la sphère marchande et semble être le terrain idéal pour une critique de la société. Du jeu avec les règles des beaux-arts émerge un art du jeu expérimental, loin de la simple sphère du divertissement, vecteur de spectacles artificiels et d'endoctrinement. Le mouvement de l'art game se réapproprie ce qui fait jeu afin de sortir des logiques de l'industrie du divertissement. Du coup, pour nous, l'objectif au départ, c'était de renouer avec un héritage plus ancien des jeux, en plongeant du coup dans l'histoire du jeu de société, un peu lassé d'une histoire et d'un ancrage assez hégémonique au cœur du développement de l'informatique, quand on va parler de jeux vidéo, ce qui est souvent un appauvrissement de ses potentialités créatives. Si certains exemples vidéoludiques vont continuer de nous marquer, trouver des transpositions éloquentes pour traiter de l'art et de la manière dont les formes vont pouvoir se charger d'une expression, d'un discours, d'une idéologie au service d'un jeu vidéo, les intérêts qui vont être portés aux jeux de société vont à la fois retrouver une autonomie et en tant que sujet de recherche et en tant que pratique artistique. Ces enjeux se sont déployés au sein de deux unités d'enseignement, une qui est en licence 2 art plastique comme découverte du game design et une en master 1 parcours jeux vidéo comme approche sensible du modelage expressif des systèmes de règles, avec pour vocation d'accompagner les étudiantes et les étudiants dans le développement d'une pratique artistique ludique. C'est ce travail qui a cours maintenant depuis plus d'une décennie, qu'on va tenter de brièvement résumer à travers les théories, les outils et des exemples d'expérimentation ludique, oui, tout ça en 20 minutes, réalisés dans le cadre de cours dans une approche artistique et critique des jeux de société qui semblent parfois, ici et là, oubliés. Alors du coup, on utilise trois théories principales pour penser la dimension artistique du jeu de société. La création-recherche menée sur le jeu de société hérite de trois théories trouvant des affinités ou des transpositions dans le jeu de société. Ce socle théorique, s'il n'est pas l'unique, permet d'approcher sur un plan pédagogique et conceptuel trois sphères phares dans le travail du jeu de société comme médium artistique. En fait, ce sont nos trois références qui fonctionnent avec nos étudiants. L'approche théorique, certainement la plus proche de notre démarche, est le travail démarré par Marie Flanagan dans son ouvrage Critical Play, Radical Game Design en 2009, et qui propose une approche ludique autour du jouet critique, centré sur la notion de valeur. En plongeant dans l'histoire des jeux l'histoire des jeux et l'histoire de l'art, Marie Flanagan défend une approche artistique, philosophique et sociologique qui permet à travers trois principes simples de revisiter les jeux en proposant de les détourner. Donc, ce sont des outils qui sont faciles en fait à s'approprier par nos étudiants. Donc le déjouer qui va avoir pour but de modifier la structure des règles, le réhabiller
pour adapter les représentations visuelles et le réécrire pour inventer de nouvelles narrations. Ce procédé du détournement renvoie au procédé du mouvement situationniste, particulièrement au mode d'emploi du détournement de Guy Debord et de Gilles Woolman. Prolongeons son travail dans l'un des premiers ouvrages critiques sur l'histoire du jeu de société à travers la question du colonialisme, Playing Oppression, coécrit avec Michael Jacobson en 2023, Marie Flanagan saisit le jeu de société comme une fenêtre sur l'esprit du temps, au sein de laquelle les joueurs apprennent des dynamiques sociales, comportementales, les valeurs et le langage d'une culture donnée, et assimilent par la même occasion les normes, les visions du monde, les pratiques et les croyances. Pour les citer, le jeu offre une leçon de culture et d'idéologie, transcrit à travers ses différentes couches mécaniques, matériaux, illustrations. Donc Marie Flanagan va défendre une approche qui est procéduraliste. Une procéduraliste emprunte au concept de rhétorique procédurale, une philosophie critique et dialectique du game design qui est proposée par Jan Bogost et qui trouve une application dans le jeu vidéo à travers l'idée des jeux persuasifs. La rhétorique procédurale signifie l'art du discours au cœur des règles ou plus simplement le discours des mécaniques. Au-delà de la simple qualité communicative d'un gameplay, la rhétorique procédurale met en lumière la manière dont système et mécanique équivalent à une forme de grammaire et dictant des lois pour le joueur. Ces lois, bien que fictives, ne sont pas dénuées de considérations politiques. Dérogeant au fantasme de la neutralité sémantique, la rhétorique procédurale vient mettre l'accent à la fois sur la construction historique du sens que véhicule une règle, de la subjectivité de son auteur à son ancrage, malgré lui, sociologique et politique, et à la fois dans ce qu'elle actionne chez le joueur dans un contexte donné. Pour résumer l'idée, la rhétorique procédurale pose 3 nouveaux paradigmes pour le jeu vidéo. Le premier est une redéfinition de l'attitude ludique et de la place du joueur. Le jeu est construit comme un système qui témoigne d'un discours, d'une idée, d'une pensée sur le monde. Le joueur est mis dans la peau d'un archéologue qui va creuser, explorer, chercher, interpréter le sens du jeu. Le jeu demande à être activé, mais sa temporalité est pensée aussi en dehors du jeu, dans la trace, l'interrelation et l'écart de l'interprétation du joueur. Le deuxième est de considérer l'acte de création de l'auteur comme ayant une place importante. L'auteur, le game designer, le concepteur a quelque chose à dire, à raconter, à exprimer au-delà du simple divertissement. La dialectique, mise en place avec le joueur, joue des écarts et sentiments d'inconfort pour pousser à la lecture des procédures mises en œuvre. La troisième idée est de considérer que tous les jeux portent un discours politique, politique dans le sens de vivre ensemble. Ils sont en cela le reflet de procédures, des procédures qui nous entourent au quotidien, peu importe le degré de fiction mis en scène. Bien que ces éléments concernent la nature générale des règles et des systèmes, la rhétorique procédurale s'applique surtout, dans les propos de Jan Bogost, à la nature algorithmique du jeu vidéo. Pourtant, leur transposition au jeu de société est sans équivoque dans la démonstration matérielle, immédiate et itérative permettant aux aspirants concepteurs de rendre palpable la métrique, le rythme, les interdits, les libertés, de sentir sous leurs doigts la granularité d'une case, d'une carte, d'un pion, d'un dé, et surtout de lui donner vie par le simple souffle d'une règle. Alors, autre approche qui nous inspire dans notre démarche de décryptage et de conception ludique, c'est celle adoptée par l'anthropologue David Graeber au sein de l'ouvrage Bureaucratie en 2015. Donc l'ouvrage est une analyse critique de la bureaucratie et de combien est-ce que celle-ci va se faire de plus en plus quotidienne, de plus en plus invasive des réseaux sociaux aux espaces santé. Graeber va formuler aussi l'observation que dans presque tous les aspects de l'existence humaine, des parades amoureuses aux querelles de famille, des conversations entre amis aux entretiens d'embauche, les individus doivent composer avec un ensemble de règles, majoritairement tacites, ambiguës ou implicites, qui vont venir régir leurs possibilités d'action et d'expression, du vocabulaire au ton, des gestes aux postures, avec souvent des injonctions contradictoires. A contrario, Graeber va pointer que les jeux nous offrent les quelques espaces-temps où ces ambiguïtés sont levées, où les enjeux sont exposés et où l'acceptation des règles va être volontaire. Plus encore, Graeber dira que ce qui rend en partie les jeux amusants, c'est qu'ils offrent des expériences réelles de situation où suivre les règles permet, pour une fois, de l'emporter ou de sortir vainqueur. On a peut-être une explication là de l'adhésion que peuvent avoir les classes populaires aux jeux.
Graeber va formuler ici la thèse que les jeux sont une sorte d'utopie des règles et qu'au sein de cette utopie peuvent s'expérimenter d'autres modèles d'interaction, d'organisation ou de société. L'anthropologue va donner l'exemple des jeux de rôle, où les manuels de règles, parfois plus précis et abondants que des codes civils ou des règlements intérieurs, vont se faire pourtant des tremplins pour l'imagination de groupes de joueurs, souvent structurés de façon affinitaire ou égalitaire, et constituer ainsi une forme de technologie poétique avec ses outils et techniques de création. Si le terrain théorique peut entraîner des difficultés à comprendre la plasticité des règles et leur dimension rhétorique, l'histoire du jeu offre des exemples paradigmatiques pouvant servir de repères aux étudiants. Saisis parfois comme de simples illustrations, parfois comme objets de travaux pratiques de détournement, les créations contextualisées, mises à distance par les représentations d'autres mœurs et époques, facilitent la compréhension de l'enjeu des règles comme médium artistique. L'objectif n'est pas de hiérarchiser ou de dissocier les règles vis-à-vis des autres composants ludiques à disposition du joueur, mais de développer un travail fin de compréhension et de maîtrise dans la construction des discours portés par les systèmes et les représentations. Qu'il s'agisse de réinventer des marelles en prenant au pied de la lettre le projet Mapscotch de Mary Flanagan, d'étudier la manière dont la distance, le positionnement, voire la topologie du terrain deviennent des facteurs régulés pour l'expression de discours vécus dans le corps des joueurs, Qu'il s'agisse de montrer un renversement de l'ordre social par la redéfinition de l'ordre et de la valeur du valet à l'atout dans la belote, supérieur aux figures royales, ou encore qu'il s'agisse d'enfermer le joueur au sein d'un plateau rectangulaire et cyclique, infernal, sans autre alternative dans ces rondes que de se prêter au jeu capitaliste, il se déroule encore et toujours une bataille des loisirs, opposant notamment ici les théories de l'économiste Henri Georges, ludifié par Elisabeth Magui, à l'évolution du Monopoly jusqu'au Monopoly Empire, en un ou deux mots, à vous de choisir. Si les exemples abondent parmi les jeux classiques et offrent des outils efficaces pour comprendre la portée d'un système de règles, le plus édifiant reste celui du jeu de loi. le jeu de loi, et on l'a déjà entendu tout à l'heure, est souvent moqué des concepteurs pour pointer la pauvreté de la pensée d'un design comme simple course au dé, dénuée de profondeur dans l'expérience vécue. Son histoire est pourtant un enseignement édifiant pour les étudiants et une source d'inspiration pour la recherche. Les travaux d'Adriane Séville et de Jean-Marie Lotte reviennent sur la symbolique de ce plateau en forme de labyrinthe comme symbole de l'entendement. Alors que le labyrinthe passe d'un espace de transition, de passage vers l'au-delà dans l'Égypte antique, sous la forme du Sénète, à une métaphore de l'emprisonnement où le fil d'Ariane devient une ruse à la domination, il prend forme narrative à la Renaissance, valorisant la raison. Aujourd'hui, il est souvent un espace narcissique dont on ne sort plus, continuellement en métamorphose, à l'image du technolibéralisme. Ce motif récurrent, jusque dans les représentations narratives structurelles, spatiales, vidéoludiques, a été le support de toutes sortes d'idéologies et de bonnes mœurs du XVIe à nos jours. Un objet d'art dans sa confection, le support d'actualité des plus glaçantes aux plus militantes. Ces altérations visuelles, mais aussi mécaniques, montrent un game design appliqué avant l'heure, depuis ses penchants numérologiques et néoplatoniciens, réfléchissant la valeur des chiffres autrement que comme un simple équilibrage, jusqu'à ses rhétoriques de l'échec, visant à dénoncer les injustices et les inégalités d'un système judiciaire où le joueur est entravé dans son parcours. Le jeu de loi, dans son histoire, ravive la mémoire de la place et de la fonction sociale et politique des jeux. Son analogie du monde permet de mettre à une suffisante distance critique les motifs culturels dominants de notre vivre ensemble, d'en traduire l'impression sur la surface d'une carte, dans les volumes d'un plateau, au cœur de la codification des relations des joueurs autour d'une table. Jouer de ces motifs pour en comprendre les limites, les déjouer pour en inventer de nouvelles, comme nous y invitent les Olympiens et le labyrinthe de l'entendement. 10 ans d'expérimentation avec les étudiants et de recherche sur l'histoire des jeux de société ont conduit progressivement à la formalisation d'outils défendant l'approche d'un game design critique et éloquent. La boussole rhétorique est un outil d'analyse d'œuvre et d'aide à la conception ludique. Le game design y est travaillé comme un langage qui s'établit en 4 strates non successives visant l'élaboration de l'interrelation des éléments dans un jeu. Entre chacune d'elles subsiste l'écart de la simulation à prendre en compte comme force dialectique poussant l'interrogation du joueur. Sur la première strate, le discours.
Si celui-ci n'est pas toujours premier et peut apparaître au fil de la création, il aide à resituer l'historiographie des éléments mis en scène, à déterminer des axes et des piliers du sens. Sur la seconde, les représentations structurelles comprennent l'ensemble des règles du jeu et leur interrelation en système général et particulier, déterminant les possibilités et les interdits d'action. La troisième vise à y relier les représentations formelles, visuelles, chartes graphiques, représentations spatiales, architecture. Enfin, la dernière strate vise à définir l'espace physique du joueur. Celui-ci prend ici une dimension bien plus intéressante que ce que peut délivrer un jeu vidéo, dans l'implication du corps du joueur, du contexte du jeu, à sa dimension sonore. Construite sous la forme de lignes directrices et de questions, la boussole rhétorique adaptée aux jeux de société aide à l'élaboration d'un champ lexical précis pour édulcorer les règles et définir la sémantique de la fiction, autorise les expériences de jeu à usage unique, les partis pris de déséquilibre, les impossibilités de victoire, des explorations matérielles étonnantes, des plateaux alambiqués, des représentations soignées loin des tokens standardisés, des scénographies qui débordent du plateau de jeu, enfin la gestuelle, la voix, le langage, comme autant de matériaux à régler dans le cadre du jeu. La boussole rhétorique de Claire Siegel et celle anti-modèle d'Olivia Levé permettent, grâce à l'articulation fine des théories critiques et de la méthodologie sociocritique, de remplacer les cibles marketing par une cible rhétorique dialectique qui s'attache à décrypter les idéologies dans les creux et derrière les masques séduisants des formes ludiques. Au lieu d'une création guidée par des logiques marchandes et commerciales de compétition et de rentabilité, c'est la condition humaine dans la tempête technolibérale qui la méprise, que ces boussoles permettent de ne pas perdre de vue, réintroduisant un horizon social utopique. En venant codifier et travailler pleinement les règles qui incombent aux joueurs et aux joueuses dans le contrat ludique, certains projets cheminent vers de nouveaux langages expressifs. Par exemple, le projet L'Horizon des événements, réalisé par Cécile Bury, Gabriel Bondia, Jason Bigou et Jessica Ferreira de Almeida en 2024, met en son cœur l'exploration et l'invention de nouvelles langues pour essayer de se comprendre dans un contexte ludique où personne ne possède le même dictionnaire, mais où tous vont œuvrer vers une survie collective. Dans cette fiction, composant autour du commun et de l'humanisme, les référents linguistiques sont brouillés. Avancer peut être interprété comme reculer ou aller à gauche pour un autre. Le joueur est alors mis dans la posture nécessaire de devoir comprendre son prochain, ses actions, et de parvenir à se faire comprendre par l'invention d'usages de mots ou de gestes préétablis, au risque qu'une action individualiste ou qu'une erreur de traduction entraîne la chute du groupe. Les joueurs ont alors pour objectif de recomposer un dictionnaire commun pour traduire les actions et stratégies des uns comme des autres dans un simple contexte de positionnement d'unité et de mécanique de déplacement. Au-delà de la capacité des jeux de société à conduire les joueurs à développer une expressivité par la création d'autres langues à travers des attitudes réglées autour d'une table, que l'on peut retrouver déjà dans certains jeux tels que ceux de Julien Protière, Roméo et Juliette, nanana. Les nouveaux langages expressifs renouent aussi avec une dimension politique, rappellent que la langue est un enjeu de pouvoir, de production contrôlée et redistribuée, un classement oppressif. Ici, l'introduction de nouvelles formes expressives rejoint le projet artistique et politique d'avant-garde visant à questionner les enjeux de notre vocabulaire, inventer des formes, détourner des normes dans une dimension poétique, subversive et parfois radicale, comme on peut le retrouver dans les manifestes Dada. Ce travail sur le langage passe aussi par de nouvelles considérations matérielles. Tenir compte de la voix, du mouvement ou simplement du corps du joueur comme une dimension plastique qui s'adjoint aux règles permet de nouveaux terrains. Les pions, cases, cartes, fiches, dés sont troqués pour des confections sur mesure, parfois avec les moyens du bord, parfois de manière plus raisonnée, afin que la matière ait aussi son rôle à jouer, non pas seulement dans l'ambiance esthétique du jeu, l'élaboration de sa charte graphique, mais bien comme partie prenante du propos développé par l'auteur. Des jeux aux propos plus écologiques peuvent ainsi trouver support sur des matières récupérées, recyclées, ranimant un ancrage naturel que Roland Barthes pointait déjà comme perdu dans l'industrialisation du jouet en 1957. Le corps est repositionné en situation de simulation critique de l'imposition des normes sociales genrées contrôlées à coups de maquillage, de contact, de pression et de posture. Cette attention aux considérations matérielles change le spectacle en un terrain d'expérimentation critique de règles politiques. En prenant au pied de la lettre la proposition de Mary Flanagan et Jacobson,
Les étudiants et étudiantes sont encouragés à agréger à travers un sujet l'esprit du temps qui leur est contemporain. C'est le cas notamment de Nerotopia de Raja Doublali, étudiante de L2 en 2024, qui vient peu à peu interroger, derrière ce qui pourrait sembler être un simple phénomène de mode, les logiques structurelles qui conduisent à se teindre les cheveux. Construire son identité, se fondre dans la masse, affirmer une appartenance sociale communautaire, etc. Le jeu, fabriqué avec des moyens minimalistes, voit tous les joueurs porter un chapeau noir pointu, à l'intérieur duquel est notée secrètement une couleur, identique ou différente à celle portée. Parmi les joueurs, publiquement, un joueur incarne une police capillaire avec une petite étoile, chargée de veiller à l'uniformité de l'absence de couleur du groupe. La sémantique, flirtant avec le bonnet d'âne, la punition, va permettre de délier les langues autour de la discrimination et d'interroger la censure ainsi que la réaction en situation d'oppression. Qui sont les mèches rebelles, qui brossent l'autorité dans le sens du poil, qui se comportent en teigne, qui ne dépassent pas d'un cheveu, etc. Si ce terrain d'expérimentation peut aborder des situations et des points critiques, il peut aussi explorer d'autres horizons plus utopiques. Dernier exemple avec le jeu Space Opera, conçu en 2021 par les étudiants de M1 Thomas Ducept, Emmanuel Barbeau, Guillaume Serrier, qui est ici dans la salle, et Benjamin Kochnek, tous quatre concepteurs de jeux, mais aussi musiciens. Si dans l'espace personne n'entend crier, ici tout le monde s'entend chanter. Chaque joueur incarne un maestronaute chargé de l'entretien du satellite Starway to Haven. À chaque manche, les joueurs devront, à tour de rôle, en mesure, se diriger vers une salle de la station à laquelle est attribuée une note qui doit être produite vocalement. La suite de notes produit une mélodie répétée à chaque étape de la progression. Une fois la salle atteinte, les maestronautes vocalisent cette fois-ci leurs notes en chœur, produisant ainsi une harmonie et la manche se termine. Les joueurs écrivent alors leurs notes respectives sur une moitié d'aile portée du satellite. Au fil des manches va se constituer pour chaque maestronaute une partition. En guise de finale, ils vont interpréter cette partition, une progression harmonique, donc œuvrant de concert. Autour d'une table, donc, sortir de la performance individuelle, établir un rythme commun, orchestrer l'écoute, s'attendre, s'entendre, œuvrer de concert pour trouver une harmonie, tout cela constitue plus qu'un simple exercice de vocalise, mais aussi une façon de vivre et de créer ensemble au cœur du jeu et au-delà. En conclusion de cette communication, notre souhait est de donner une visibilité de l'approche des arts plastiques du jeu de société, des possibilités artistiques, sociales et rhétoriques de sa manipulation comme médium, remettant au centre de la table la plasticité des règles et systèmes de jeu. Notre souhait est également de voir sortir de nos salles de cours des créations ludiques expérimentales, renouant avec une histoire critique du jeu de société par les sujets mis en scène, simulés, fictionnalisés, transformant tables, cartes et plateaux en des fenêtres faisant miroiter les structures idéologiques, parfois difficilement perceptibles au quotidien. De renouer avec un travail artisanal et artistique du jeu de société, mais de renouer également dans une approche plus pédagogique avec la faculté de conversation et de dialectique qui pouvait les accompagner. Merci de votre attention. C'est une possibilité. C'est pas nous. Ce qui, effectivement, dans un premier temps, nous interpelle, c'est que les objets culturels, les objets artistiques, donc la littérature, le cinéma, l'architecture, on va facilement pouvoir convenir ensemble qu'ils vont refléter des idéologies, des structures, des façons de fonctionner et de vivre ensemble d'une manière ou d'une autre. Enfin, quand on vraiment des bâtiments à la littérature, on peut s'entendre pour voir ce qu'il y a dans 1984, on peut s'entendre pour voir ce qu'il y a dans un bouquin de Houellebecq, etc. Mais dès qu'on arrive dans le jeu, alors que ce soit le jeu vidéo ou le jeu de société, c'est pas si évident. Donc, des fois, on va, quand on va jouer au Monopoly, tout le monde va s'entendre sur un peu les règles qu'il peut y avoir. Mais les structures qui sont à l'œuvre dedans et la manière dont c'est saisi, ce sont pas toujours des points d'accord sur lesquels on peut tomber. Et nous, on part un peu du postulat que le jeu va toujours transmettre une règle, une structure qui dit quelque chose. Ça ne veut pas dire que c'est l'intention première de dire ça, mais ça va quand même venir à dire ça. Et que la considération de ce qu'on dit avec peut aussi être une potentialité d'expression, c'est-à-dire peut être un appui vers lequel on s'exprime. Alors il y a des exemples où c'est les concepteurs qui directement viennent travailler leur système vis-à-vis de messages, d'envie, de façon de procéder, de comporter. Et des fois, c'est déjà un peu intrinsèque à la structure. C'est l'exemple de Graeber avec le jeu de rôle où
c'est à la fois quelque chose d'extrêmement codifié, bureaucratique, quoi. Vraiment, il y a des bestiaires, voilà, il y a des catégories pour toutes les armes, il y a des trucs, tout un guide, un catalogue là-dessus. Mais autour de la table, il va y avoir plutôt une assemblée qui est égalitaire, même s'il y a un meneur de jeu, et qu'il va y avoir un modèle d'organisation qui contrevient complètement à la chaîne hiérarchique que le manuel en lui-même aurait pu sous-entendre. Il y a des variations de ça qui sont intéressantes. Il y a Paolo Pedercini qui a fait un jeu de rôle adapté qui s'appelle About Rules and Roberts, et qui est un jeu de rôle où les règles sont construites sur le modèle des parlements américains, dans la façon de demander la parole, de proposer des motions au niveau des règles, etc. Enfin, c'est un exercice de style, mais c'est des éléments qui sont un peu prégnants là-dessus. Est-ce que vous voulez peut-être compléter des choses? En fait, notre position, elle questionne, si ce n'est s'oppose au fait que le jeu, en tant que sphère du divertissement, dans le divertissement, serait neutre, en fait. Mais voilà, il est le lieu, en fait, où il va y avoir un esprit du temps, il est en reflet, en fait, avec une société. Et donc, on travaille avec nos étudiants pour qu'ils perçoivent cet esprit du temps et quelque part qu'ils insèrent dans les mécaniques, mais aussi dans les différentes strates que vous avez vues avec la boussole rhétorique. Donc, ça peut être aussi les images, les représentations, etc. Pour que, eh bien, ils ne soient pas dépendants en fait de l'esprit du temps, mais qu'ils expriment bien ce qu'ils ont eux envie d'exprimer. Donc c'est cette dimension expressive est située en fait, c'est un objet situé dans une époque, voilà, dans un air du temps. Oui, bah, du coup, alors je cherchais, mais avec la fatigue Vincent Berry du regard, parce que du coup, il y avait un distinguo qui était très très marqué dans la communication entre, alors j'ai très bien compris hein, sur la dimension pédagogique qu'il pouvait y avoir, le fait de valoriser les jeux sur vraiment apprendre le code de la route, hein, voilà, dans les exemples qui pouvaient être donnés, mais quelque part, nous, on ne fait pas ce distinguo avec la dimension pédagogique du jeu. Alors ça ne veut pas dire que l'idée, c'est de se mettre au service du code de la route ou justement, on va dire, de tout ce qui est plutôt idéologiquement dominant, mais c'est plutôt de comprendre qu'il y a cette nature intrinsèque dans le fait d'apprendre un système de règles, d'apprendre une codification, d'apprendre à se comporter d'une certaine manière quand on va se retrouver autour d'une table, et du coup, plutôt de s'en servir, de jouer avec et d'en prendre conscience en tant que concepteur pour essayer d'en faire quelque chose d'intéressant, d'exprimer quelque chose. Voilà, donc je faisais le lien parce que voilà, ça m'avait marqué sur le distinguo entre pédagogique et culturel qui pouvait être fait dans la communication d'avant, là où nous, on va l'incorporer en fait complètement dans le culturel, et j'espère que ça répond en partie aussi à votre question. Illustration, en fait, qui est un des points qu'on pointe, mais sur des jeux de cartes, enfin vraiment que un peu tout le monde connaît. Enfin, l'exemple de la belote est revenu plusieurs fois. C'est un exemple assez intéressant. Les écarts de règles que vous avez entre la belote, le bridge et le tarot, et à qui ça se destine, et qu'est-ce que ça dit de la société d'une manière ou d'une autre. À la belote, pour faire simple, les cartes qui vont être les plus fortes, c'est le valet, c'est le 9, c'est l'as, c'est le 10, et le roi et la dame vont venir très tard dedans. Et c'est un jeu qui apparaît aux Pays-Bas après la révolte face à la monarchie espagnole, et le moment où se forment les provinces unies, donc qui n'est pas vraiment une démocratie, hein, c'est plutôt une plutocratie, mais où on va dire qu'il y a une accession de classe sociale qui était plutôt bourgeoise au pouvoir. À l'inverse, si vous jouez au tarot, regardez un peu, la carte la plus forte, c'est le 21, et à moins d'avoir une édition un peu spéciale thématisée dans un univers, le 21, c'est l'armée. Donc vous envoyez l'armée, c'est l'armée qui va récolter à chaque fois d'une manière ou d'une autre. À l'inverse, le petit, l'atout le plus faible, c'est Pierrot, c'est l'artiste, c'est le clown. Vous voyez ici qu'on a quand même un découpage de la société. Les enfants, c'est le 2. Hein, c'est-à-dire que Pierrot est en dessous des enfants. Vous voyez, il y a une vision qui se traduit quand même dans ces éléments-là. Et alors le bridge, qui est une variante très complexe, très difficile de la belote, le joueur qui prend, son partenaire s'appelle le mort. Et en fait, il va jouer avec 2 jeux. Et c'est un jeu qui est assez prisé dans les hautes strates de la société, et où la personne qui va prendre va même piller complètement le jeu de son partenaire. Vous voyez bien qu'il y a des visions anthropologiques qui se jouent et qui sont au cœur des règles là-dedans, et qui prennent plaisir. Et c'est pas pour rien que la belote se jouait dans les cafés, et que c'était un jeu plus populaire voilà, que ne pouvait l'être le poker ou le tarot.
Non, ouais, ben je fais un bout de. Alors, ce qui est intéressant, enfin, c'est pas pour rien qu'on prend l'exemple du jeu de loi, parce que pour le coup, le jeu de loi est un exemple qui est extrêmement documenté. Donc, on a vraiment beaucoup de sources de détournement, de réappropriation, de modification de ce jeu, qui va être vraiment, alors si on reprend les termes de Mary Flanagan, voilà, rhabillé un peu au goût du jour des époques, et ça va vraiment sur toutes sortes de sujets, que ce soit des sujets vraiment sur un système judiciaire, sur la mode, sur la géographie, etc., etc. Donc, en fait, c'est aussi essayer de s'attacher à des exemples où on a cette documentation, où on a de la matière qui vont nous permettre de donner une lisibilité en fait sur ces changements, modifications de règles à travers des époques. Mais voilà, je pense effectivement sur certains jeux, c'est pas possible. Et après, bon, pour faire un tout petit point à Régis, j'ai l'impression de faire des relations comme ça. Mais en fait, là, par exemple, dans l'ANR et Tolude, on va particulièrement choisir un corpus de jeux à analyser. On va aller plutôt cibler justement sur des jeux qui ont reçu des prix, donc qui ont un succès, on va dire succès voilà, critique et commercial, pour y étudier les idéologies voilà, ultra contemporaines, extra contemporaines, et du coup d'essayer de documenter aussi au fur et à mesure si la recherche se développe aussi autour de ça sur les jeux contemporains. Je pense que c'est une manière de garder des traces et de documenter un peu au fur et à mesure. Pardon, je vais faire un tunnel. En gros, en fait, on se situe quand même. Alors, on s'intéresse à l'histoire du jeu de société. On n'est pas des historiens, on ne va pas partir sur cette documentation, même si elle est hyper intéressante. Hein, mais alors, je dirais, dans le cas de nos cours, on est vraiment situé dans notre époque contemporaine. La création, elle est faite aujourd'hui. Et l'idée, c'est, grâce à une trajectoire historique de documentation sur les structures qui sont voilà, le jeu de parcours, on va dire, de comprendre en fait qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, quelles sont les valeurs et comment ça varie dans le temps. Voilà. Et après, ben, on va s'appuyer sur tous les historiens, la documentation. Alors, c'est vrai qu'il y a, comme dit Claire, il y a des jeux qui sont hyper documentés, c'est plus facile. Enfin, voilà.